pourquoi travailler sur le rosier? Qu'est-ce qu'on étudie sur ce modèle? Donc l'aspect remonté de floraison qui sera présenté par Fabrice, et puis quelques maladies. Donc tout d'abord un peu d'histoire et un peu de thématique sur le fait que le rosier est un symbole. Alors j'ai sélectionné quelques aspects, c'est pas exhaustif, c'est quelques exemples que j'aime bien présenter. Le rosier, c'est donc un symbole, une histoire. Et la première chose, c'est que c'est la reine des fleurs. C'est la reine des fleurs et c'est assez marrant parce que dans le monde ornemental, c'est la seule fleur où on a un mot pour la plante et un mot pour la fleur. On parle pour la plante du rosier, on parle pour la fleur de la rose. Si vous prenez toute autre fleur, la tulipe, le géranium, le frésia, la pivoine, il n'y a qu'un seul mot pour caractériser la plante et la fleur. C'est une originalité du rosier. Il y a des aspects attribués à la couleur de la fleur. Le blanc est considéré comme la vertu, le rouge est considéré comme la force et symbolise le sang de Jésus-Christ. On retrouve le rosier dans la symbolique religieuse à travers les rosaces des églises. On le retrouve dans les enluminures sur les livres religieux. Et puis, on a attribué à Marie le nom d'une nouvelle espèce, on va dire, Rosa mystica, puisqu'en fait, on verra, Rosa, c'est le genre, et ce qu'il y a derrière, c'est l'espèce. Donc, c'est comme si on avait créé une espèce propre à Marie, avec ce terme de Rosa mystica. Dans les histoires que j'aime bien aussi, il y a l'utilisation du rosier en symbole de la guerre des deux roses qui a affronté le comté de Lancastre et d'York en Angleterre, où l'un avait pris la symbolique de la rose rouge et l'autre avait pris la symbolique de la rose blanche. Donc c'est une guerre qui a duré jusqu'en 1399 à 1485 et qui s'est arrêté ou qui a trouvé une issue avec le mariage d'Henri VII de Tudor et d'Élisabeth York, qui ont du coup pris une symbolique associant la rose blanche et rouge. On dit qu'à travers les matchs de football de Leeds United et de Manchester United s'affrontent encore les comtés de York et de Lancastre. Puis une autre histoire que j'aime beaucoup aussi, c'est celle de ce groupe d'Allemands, de jeunes Allemands munichois, qui ont combattu le nazisme en créant un groupe qui s'appelait la Rose Blanche en 1942. Il y a énormément d'éléments sur ce groupe de jeunes munichois sur Internet, donc vous pourrez aller écouter leurs histoires. Je ne la raconte pas parce que ça ne se finit pas très bien. Alors, bien sûr, le rosier a inspiré les poètes. On a énormément de sonnets, de textes qui se réfèrent au rosier. Voilà, donc Ronsard, Corneille. Et puis j'aime bien celle que François de Malherbe a écrite en 1592 pour un de ses amis qui avait perdu sa fille et qui dit et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses l'espace d'un matin, ce qui montre qu'à l'époque, les roses ne fleurissaient qu'une seule fois. Il fallait vraiment saisir cette floraison. On verra avec ce que va présenter Fabrice qu'aujourd'hui, on a des roses qui remontent et qu'on est capable d'avoir des floraisons au printemps, bien sûr, mais aussi à l'automne. Alors, on a la chance en France d'avoir eu dans le passé des passionnés, dont Joséphine de Beauharnais, avec une collection qui était considérée comme exceptionnelle à l'époque, au château de la Malmaison. Elle avait 250 variétés de rosiers, qui ont, alors ça c'est des choses qui sont travaillées dans notre équipe,
ces rosiers, en partie, ont contribué à l'obtention des rosiers modernes. Et puis, on a quelques personnes qui ont aussi contribué à l'histoire du rosier, dont Jean-Baptiste Guyot, qui a créé en 1867 le premier hybride de terreau montant qui s'appelle la France. C'est partie des points clés, des variétés ou des génotypes clés dans l'histoire du rosier. Et puis, on a beaucoup d'obtenteurs en France qui sont très actifs. Donc, la maison Delbar, avec Georges Delbar, qui a créé, développé en tout cas la pépinière de son père, il est en photo ici. Et puis, la maison Meillan. Mais il y en a d'autres avec qui on a travaillé, avec qui on a fait des projets de recherche. Des obtenteurs comme La Perrière, comme Félix, Reuter, Aurard. Donc, on est très, très riche en obtenteurs de rosiers en France. Donc, quelques images de Joséphine de Beauharnais, parce que sa passion pour les roses a quand même été très importante pour maintenir et avoir du matériel pour les roses modernes. Et puis, elle avait pris sous son aile Pierre-Joseph Rodouté, qui a donc dessiné un certain nombre de rosiers. Donc, vous avez quelques illustrations ici. Vas-y. Oui, non, juste pour Joseph Rodouté. Elles sont à Angers, c'est des œuvres qui sont assez rares, elles ne sont pas très nombreuses. Et il y en a une version dans la collection de l'Arboretum, et c'est à Gaston Allard. Je ne sais plus si ça appartient à l'Arboretum ou à la Société locale d'horticulture. Non, c'est vraiment. Ils sont localisés dans le petit bâtiment Gaston Allard. C'est le muséum, ouais, voilà. Je vais essayer d'être attaché. Oui, c'est ça, c'est au muséum. Il y a les redoutés. Les planches. Pardon. Non, mais bien, très bien, vas-y, allez-y. Alors là, je vous montre cette image. Donc, c'est une publication qui date de 2011, qui a le mérite d'être assez simpliste, mais certains points sont actuellement remis en question, notamment par les travaux que nous avons menés dans notre équipe. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a des rosiers anciens européens, chinois et japonais qui ont participé à la création des rosiers modernes. Vous retrouvez ici, là, donc, à cette période, milieu du 19e siècle, la création du rosier La France, qui est donc considéré l'un des premiers hybrides remontants, hybrides de thé remontants. Vous avez ici l'obtention de Soleil d'Or, qui est un rosier à couleur jaune. Là aussi, ça fait partie des points importants de l'histoire du rosier, issu d'un croisement avec Rosa Fétida. C'est juste pour dire que les rosiers ne sentent pas tous bons. Celui-là, on ne sent pas très bon. Voilà. Et donc, effectivement, après cette période, ce milieu du 19e, on a toute une série d'hybridations qui ont permis de créer ces rosiers modernes. Et il y a eu vraiment une dynamique de création très, très importante. Ce qu'il faut noter, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que le rosa, c'était un genre rosa et espèce après pour ce qui suit. Donc, vous voyez ici Rosa moscata, Rosa indica, Rosa damascena. Il y a comme ça 150 espèces dans ce genre rosa. C'est donc ce qu'on appelle un complexe d'espèces. Ça veut dire que c'est très, très, très diversifié et très différent. Et parmi ces 150 espèces, on considère qu'il y en a seulement 7 à 10 qui ont servi à obtenir les rosiers modernes. C'est dire qu'il y a probablement encore énormément de caractères intéressants dans le compartiment sauvage qui ne sont pas présents dans les rosiers modernes. Et notamment en ce qui concerne le parfum, il y a énormément d'odeurs qui ne sont pas présentes dans le compartiment moderne. Voilà, donc le rosier a été utilisé par le passé et encore aujourd'hui pour de nombreux usages. Je vous en donne quelques exemples ici. Pour tout ce qui est purification, assainissement des maisons, c'était très très utilisé par les Romains. Maux de tête, douleur d'estomac. On a une espèce qui s'appelle Rosa canina, qui est en fait l'églantier qu'on peut trouver dans les haies, qui était considéré comme, enfin, on considérait que les racines guérissaient contre la rage. Ça ne marchait pas du tout, hein, mais voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé Rosa canina.
On a deux espèces, la Damascena centifolia, qui servent à la parfumerie et à faire de l'essence de rose. Pour indication, 1 kg d'essence de rose, c'est 8 000 €, donc ça a vraiment une valeur importante. On utilise le rosier en cuisine, et j'ai des collègues qui disent que ce n'est pas anecdotique. Donc pour faire des liqueurs, des sirops, de la confiture avec le fruit du rosier, que vous avez ici, qu'on appelle le cynorrhodon. On fait des bonbons. On fait de la soupe aussi. Je ne sais pas si Fabrice, tu auras goûté la soupe de cynorrhodon. Voilà, les Suédois sont très très friands de soupe cynorrhodon. Est-ce que tu aimes la soupe de cynorrhodon? Non, je crois que les programmes ont arrêté. C'est particulier. Les Suédois aiment beaucoup cette soupe. Mais bien sûr, l'usage principal, c'est la décoration, c'est l'ornement. Donc, le rosier, c'est dans le secteur ornemental, il est présent dans trois filières du secteur ornemental, que sont les fleurs coupées, ça c'est un secteur très très important, les plantes de jardin et les plantes en pot. On considère que la fleur coupée, ça représente 53% des ventes de fleurs coupées. C'est vraiment un point très important. Et puis, pour se rapprocher un peu de notre région, on a à Douai-la-Fontaine plusieurs pépiniéristes qui multiplient des rosiers de jardin en porte-greffe, donc qui sont considérés comme les premiers producteurs de rosiers de jardin européens. Donc nous, ce qui nous intéresse beaucoup dans ce modèle rosier au niveau recherche, c'est la diversité de ses caractères. On considère que j'ai une vieille variété, c'est pas vrai ça. 150 espèces. En fait, il y a 30 000 génotypes qui sont connus chez le rosier. Il y a une erreur dans cette chiffre. Oui, c'était 8 000 € le kilo de ça, je ne sais pas. C'est 30 000, hein, ce n'est pas 8 000 à ce niveau-là. Donc, on le sait effectivement que le rosier, c'est une grande diversité de couleurs. C'est aussi une grande diversité d'architecture. On a des rosiers grimpants, des rosiers buissonnants, des rosiers nains. C'est une grande diversité de parfums. C'est une grande diversité en termes d'épines. On a une étudiante en thèse qui vient de terminer son travail sur la diversité des épines et sur l'étude des gènes qui permettent d'exprimer les épines du rosier. Donc c'est tout cet aspect très très diversifié qui nous intéresse chez le rosier. Le rosier, il fait partie d'une famille qui est la famille des rosacées. Et dans cette famille des rosacées, il y a 3 tribus. La tribu des malloïdés, qui comprend le pommier et le poirier, la tribu des prunoïdés, qui comprend les prunus, et la tribu des rosoïdés, qui comprend le rosier, la fraise et la potentille. Ça veut dire que le rosier est très proche de la fraise, génétiquement, et même au niveau de certains caractères. Quand on voit la fleur simple de la fraise, on peut penser à la fleur de l'églantier. Mais ça veut dire aussi que le rosier est assez proche des prunus et des pommiers poiriers. C'est la même famille. Nous, on a passé des marqueurs ADN entre ces différentes plantes. Donc, nous, on s'intéresse sur le centre INRA d'Angers-Nantes et dans une unité qui s'appelle IRHS, pour Institut de recherche en horticulture et semences, et dans une équipe qui s'appelle GDO, pour génétique et diversité des plantes ornementales. On s'intéresse à plusieurs aspects, la diversité du genre rosa, on travaille aussi sur d'autres plantes ornementales, mais là aujourd'hui on va juste vous donner quelques exemples sur la manière de comprendre et de caractériser des caractères d'intérêt du rosier, et ça en travaillant sur des populations issues de croisements. Donc pour étudier ces caractères, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 2 rosiers qui ont des caractères divergents. Donc là, je donne l'exemple d'un parent, d'un rosier avec une fleur rouge et d'un rosier avec une fleur blanche. On les croise et on regarde dans la descendance ce qui se passe. Alors, ce qui est bien avec les plantes, c'est qu'on peut obtenir plein de descendants. Contrairement aux animaux, on est un peu limité par le nombre de descendants. Avec les plantes, on peut
Et plus on a de descendants, et plus on arrive à étudier comment se transmettent les caractères. Donc la taille de la population est très importante. On peut avoir 2 cas de figure de manière très simplifiée. Soit dans la descendance, on n'a que des fleurs blanches et des fleurs rouges, on va dire se rapprochant de 50%, 50% de transmission du caractère. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un seul gène qui gouverne le caractère. Ou bien, on a plusieurs couleurs dans la descendance, des couleurs même qui n'existaient pas chez les parents. Donc on parle pour ça de ségrégation transgressive. En fait, les descendants transgressent les caractères de leurs parents. Et dans ces cas-là, c'est plusieurs gènes qui sont responsables du caractère, et c'est ce remélange dans les descendants qui permet d'expliquer l'apparition de nouveaux caractères. Donc on a croisé comme ça plusieurs rosiers. Bon là, celle-là, ce croisement, c'est pas nous qui l'avions fait, c'est Meillan, c'est la compagnie Meillan qui avait obtenu ce croisement. On a récupéré. Donc ils ont croisé un rosier ici avec un autre très différent. Vous voyez, il y en a un qui est remontant, l'autre qui ne l'est pas. Un qui a des fleurs simples, donc 5 pétales, et l'autre qui a des fleurs doubles, hein, qui a à peu près une quarantaine de pétales. Un qui est épineux, l'autre qui l'est moins, sarmenteux et couvre-sol. Donc sarmenteux, couvre-sol, ça veut dire que vraiment à terre, et l'autre qui est buissonnant. Au niveau parfum, il y a des différences aussi. Et puis ce rosier-là, qui s'appelle Rosa bichurana, qui est notre papa préféré de nos populations, est résistant aux maladies, alors que l'autre parent est sensible. Et donc là, on a dans ce croisement, on a 600 descendants. Vous voyez, il n'y a pas, chez les animaux, on n'arrive pas à faire ça. 600 descendants, donc c'est vraiment propre aux végétaux et ça permet de vraiment avoir une bonne étude génétique derrière. Donc sur ces populations, on étudie plusieurs choses. On va étudier le nombre de pétales. Donc on compte les pétales. Hein. Je t'aime un peu beaucoup passionnément. On a compté jusqu'à 517 pétales sur une fleur. C'est le record, publié en tout cas. À la fin, c'est à la pince à épiler pour compter, mais on a étudié la date de floraison. Donc maintenant, on va dire une quinzaine d'années de date de floraison. Donc, bon, si vous avez des questions là-dessus, parce qu'on ne compte pas le jour où la plante fleurit, mais on fait un cumul de température pour comparer les années les unes aux autres. La manière de regarder le caractère, c'est très, très important. On regarde le parfum, et ça, on collabore avec une équipe de Saint-Étienne, de l'Université de Saint-Étienne. Le nombre d'aiguillons, ça j'en ai parlé. L'architecture, hein, on regarde voilà, la taille des rameaux, les ramifications, le fait que ce soit couvre-sol, etc. La couleur de la fleur, ça c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile, hein, parce que quelquefois on a des fleurs qui sont, celle-là, elle est blanche ou elle est rose, ou elle est entre les deux. Voilà. Donc c'est pas très facile à noter. Et puis les résistances aux maladies. Et puis, on a fait un gros travail aussi sur un caractère très important chez le rosier, c'est la remontée de floraison. Donc là, je vais laisser la parole à Fabrice. Donc, sur la remontée de floraison, je vais vous parler de 2 éléments. Je ferai le lien progressivement avec ce que vient de vous présenter Laurence, comment on peut utiliser les croisements. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer déjà qu'est-ce que la remontée de floraison. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers du rosier. Vous expliquer le mécanisme. Déjà le caractère, puis le mécanisme qui explique pourquoi on a des rosiers qui remontent et pourquoi on a des rosiers qui ne remontent pas. Donc ça, ce sera la première partie de mon exposé. Et la deuxième partie, ce sera sur l'origine de cette remontée de floraison. Et ce mot en forme de boutade, made in China. Vous verrez qu'il y a, chez le rosier, il y a beaucoup de choses qui, bien avant notre époque actuelle, sont made in China. Alors, les rosiers. Alors, je vais peut-être me lever parce que la caméra, c'est ici pour ceux qui sont. Je vous ai apporté 2 rosiers. Alors, on commence par le non remontant. Voilà, c'est les 2. Alors, ce que j'ai pris, alors ça, c'est pris tout à l'heure dans une rue d'Angers. Je ne sais pas, il est très faible. Enfin, ça, c'est pris dans mon jardin. Ça, c'est pris dans une rue d'Angers. C'est l'églantier. Donc, il est passé fleur. Alors, ça aurait été super si on avait fait la conférence 15 jours plus tôt. Il aurait été en fleur, mais vous le voyez ici. Et ce que vous avez, vous le voyez ici en fleur, c'est que vous avez un rameau qui est en fait le rameau de l'année précédente.
qui a passé l'hiver, et vous avez des petites tiges qui partent à l'aisselle des feuilles. Et vous le voyez ici, enfin, je peux vous faire passer, mais c'est un peu… Ah non, avec le Covid, on ne va peut-être pas faire passer. Non, c'est ce que j'allais vous dire. Peut-être pas. Donc, vous avez le rameau qui était ici présent, et là, il y avait des feuilles, et à l'aisselle de chaque feuille, il y a une petite tige qui est partie, et c'est cette tige-là qui florifère. Alors là, vous n'avez plus de feuilles, vous avez simplement le cinérodon qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est typiquement la floraison d'un rosier non remontant. Et ce rosier-là, à partir de, déjà maintenant, là, l'églantier, il n'est pas ses fleurs, vous allez avoir des tiges comme ça. Et ces tiges-là, elles ne vont pas donner de fleurs. Il faut attendre l'hiver prochain. Vous allez retrouver la même chose, c'est-à-dire qu'au printemps, là, vous avez un tout petit bourgeon à l'aisselle des feuilles, et c'est ce bourgeon qui va donner une tige qui sera florale. Et donc, une règle importante, si vous avez un rosier non remontant dans votre jardin, c'est de ne pas le tailler à l'automne. Si vous taillez cette tige à l'automne, c'est la tige qui apportera des fleurs. Alors, on n'a pas beaucoup de rosiers non remontants dans nos jardins, parce que ce qu'on cherche, c'est avoir des fleurs toute l'année. Donc, on cherche plutôt un autre type. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour vous dire, typiquement, voilà, le rosier non remontant. Ce qui est important, là, je vous ai montré, c'est souvent des rosiers sauvages, mais ce n'est pas que des rosiers sauvages. Tous les rosiers sauvages sont non remontants. Mais si vous étiez venu il y a 200 ans dans une roseraie, si vous étiez allé dans la roseraie de Joséphine de Beauharnais, la plupart des rosiers étaient non remontants. Enfin, beaucoup étaient non remontants. Et donc, ils fleurissent uniquement au printemps et sur le bois de l'année précédente. Donc, nous, au laboratoire, Laurence vous disait qu'on notait la floraison. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe chaque semaine ou tous les 15 jours dans la roseraie et on compte le nombre de fleurs. Ce que vous avez ici, simplement un graphe où vous avez 2 années, ça a été fait en 2012 et 2013, où on a compté le nombre de fleurs. Donc, au début du printemps, il n'y a pas de fleurs. On a ensuite un pic de floraison. C'est à peu près maintenant, alors ça dépend d'une année sur l'autre. Cette année, c'est très en retard. Les floraisons sont très en retard. Vous avez un pic de floraison, puis ensuite, vous n'avez plus du tout de fleurs. Donc là, vous avez typiquement le profil d'un rosier non remontant. Donc là, on a le profil en termes de quantité de fleurs et sur le temps. Et si on le regarde ensuite sur un axe, ça se fait principalement, ce qu'on dit, en position axillaire. Et après le printemps, on a juste des rameaux, typiquement voilà, ce type de rameaux, qui ne portent plus de fleurs. Donc les rosiers non remontants fleurissent uniquement au printemps, au début de l'été, et sur des rameaux de l'année antérieure. Maintenant, si on regarde les rosiers remontants, et là je vous ai apporté un rosier que j'aime bien et qu'on aime bien, sur lequel on travaille beaucoup au laboratoire. C'est une rose chinoise ancienne qui s'appelle Old Blush. De son petit nom, c'est Roja sinensis, parce que voilà, elle est chinoise et elle s'appelle Old Blush. Celle-ci, dès que vous avez un rameau, là vous voyez, vous avez un rameau, ce rameau, il ne fait que des feuilles. Très rapidement, sur une rose remontante, vous avez un rameau et il se termine par une inflorescence. Vous avez vraiment une architecture qui est totalement différente entre ce rameau qui fait que des feuilles et ce rameau qui fait des fleurs. Et il va faire des fleurs au printemps et il va aussi continuer à faire des fleurs toute l'année. Donc là, j'ai pris la photo dans mon jardin, je crois que hier ou avant-hier. Alors, je n'ai pas pris la photo en été, c'est exactement la même photo, mais je pourrais reprendre exactement la même photo en été parce que ça se répète systématiquement. Vous avez une tige et cette tige porte des fleurs. Et donc maintenant, si vous regardez la même chose, vous avez un pic de floraison au printemps et ensuite, vous avez des vagues de floraison. Alors, celui-ci floraille bien en vagues, mais des fois, les vagues se succèdent. C'est un peu plus compliqué. Donc, les rosiers à floraison continue, ils fleurissent au printemps jusqu'aux premières gelées et on peut encore avoir des rosiers en fleurs en décembre. Il n'y a pas trop de soucis. Et les inflorescences, là, c'est la grande différence, sont en position terminale. On n'est pas en position axillaire comme chez les rosiers non remontants. Donc, il y a vraiment des grandes différences en termes d'architecture entre les rosiers à floraison continue et les rosiers non remontants. Donc, ce qu'on a essayé de faire, Laurence vous a présenté le croisement. Donc, on a fait un croisement entre cette variété-là, Old Blush, et la variété que vous a présentée Laurence, notre père favori, Rosa Vichuriana. Donc, Rosa Vichuriana, il est non remontant. Old Blush, il est remontant. Donc, ça, c'est la femelle, ça, c'est le mâle. On a une descendance. Alors, cette descendance, elle fait, on a analysé 260 individus, mais aujourd'hui, elle est étendue jusqu'à 1000 individus. Donc, on a 1000 frères et sœurs issus de ce croisement-là. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a des rosiers qui sont non remontants et des rosiers qui sont remontants. Bon, j'espère que c'est bien fait, à peu près en proportion 1-1. C'est-à-dire qu'on a la moitié des frères ou des sœurs qui sont non remontantes et l'autre moitié qui est remontante. Et ça, alors, je vais aller assez vite, mais ça nous permet d'étudier les bases génétiques, donc de passer, de localiser
dans le génome de la rose, alors on est des généticiens, donc ce n'est pas des chromosomes, c'est des groupes de liaison, c'est très très... bon, c'est pas ce qui est le plus important, mais ce qu'on sait, c'est que dans une zone du génome, sur le groupe de liaison 3, on a une région qui contrôle cette remontée de floraison. C'est-à-dire que dans cette région-là, il y a quelque chose qui fait que certains rosiers vont être remontants et d'autres vont être non remontants. Et maintenant, alors de nouveau, là, on va faire chaque diapositive, hein, c'est quelques années de recherche. Je précise, on peut faire, maintenant, on a la chance d'avoir la séquence du génome de la rose qui est disponible. Donc, on peut faire un lien entre cette zone qu'on a déterminée sur une carte génétique sur la séquence. Donc, on peut plonger, c'est comme une carte routière. Si vous avez une idée, on a développé une carte et on sait que, par exemple, on doit trouver une ville, on sait que c'est entre Bordeaux et Paris. Enfin, on va faire plutôt entre Nantes, on va faire local, entre Nantes et Paris. Mais on ne sait rien ce qu'il y a entre Nantes et Paris. Ça, c'était la situation avant qu'on séquence le génome de la rose. Maintenant qu'on a séquencé le génome de la rose, on sait qu'entre Nantes et Paris, il y a une ville qui s'appelle Angers. Donc, on peut aller regarder en détail. C'est ce qu'on fait, on plonge dans le génome. On peut aller regarder. Et ce qu'on a montré, alors je simplifie, mais on a montré que dans cette région-là, il y avait un gène, donc une séquence qui code pour une molécule qui était connue chez d'autres plantes, pas chez le rosier, donc chez une plante qui n'a aucun intérêt, qui est Arabidopsis thaliana, l'arabette des dames, mais qui est une plante qui est très utilisée en biologie végétale. Et dans cette région-là, il y avait ce qu'on appelle un répresseur de floraison, donc un gène qui code pour une molécule qui va bloquer la floraison. Et ce qu'on remarque, c'est que chez les rosiers remontants, il y a un problème dans cette séquence, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, normalement, lorsqu'on est chez un rosier non remontant, cette molécule, elle est active. Donc, elle est active après la première floraison. Donc, il y a cet inhibiteur qui est présent dans le génome de la rose et qui va s'exprimer à un moment donné. Si vous êtes au printemps, il ne s'exprime pas. Et là, les rosiers peuvent fleurir. Par contre, à partir de l'été et de l'automne, cet inhibiteur, c'est cette molécule qui bloque la floraison, va s'exprimer. Et dans ce cadre-là, il n'y aura plus de floraison. Ça, c'est ce qui se passe chez l'ensemble des rosiers sauvages. Et c'est ce qu'on retrouve chez la plupart des rosiers. Toutefois, il s'est passé un événement, et je reviendrai sur cet événement. Lorsqu'on regarde cet inhibiteur de floraison chez les rosiers remontants, ce qu'on observe, alors là, il faut vraiment plonger dans le génome, on observe qu'il n'est pas une séquence habituelle. Il a été complètement modifié par ce qu'on appelle un élément transposable. Donc, qu'est-ce que c'est un élément transposable? Vous en avez plein votre génome. Ce sont des petits éléments ou des grands éléments qui sont capables de transposer, donc de sauter. Alors, il y a tout un système dans le génome humain comme dans le génome des plantes qui évite que ces éléments sautent dans tous les sens, parce que sinon ça ferait un peu le bazar. Et parfois, ça arrive, ça saute. Et donc, il y a un de ces éléments transposables qui s'est inséré dans l'inhibiteur de floraison et qui l'a complètement cassé. Et donc, les rosiers remontants sont incapables de produire cette molécule qui bloque la floraison. Donc, si on regarde, c'est ce qu'on a fait au labo, on est incapable de trouver l'inhibiteur au printemps, ça c'est normal, c'était le cas chez les rosiers non remontants, mais on est aussi incapable de le trouver en été et en automne. Et c'est ce qui fait que, du fait qu'il n'y a plus cette molécule qui bloque la floraison, le rosier ne fait que fleurir. Lorsque vous avez une tige, très rapidement, cette tige, elle est convertie en une inflorescence et elle donne une inflorescence. Alors que chez un rosier tel que l'églantier, je vais essayer de ne pas le piquer, vous avez, si on prenait le bout de cette tige, qu'on faisait une extraction, qu'on allait voir au laboratoire, on serait capable de montrer que dans cette tige, il y a la production du répresseur de floraison, c'est ce qui fait que cette tige, elle reste, elle produit des feuilles et elle ne produit pas des fleurs. Donc au laboratoire, on est allé un peu plus loin pour vraiment montrer que c'était un répresseur de floraison chez le rosier. Donc on a fait ce qu'on appelle de la transgénèse, c'est-à-dire qu'on a pris, ici vous avez un rosier remontant, donc si vous avez suivi mon exposé, il est incapable de produire le répresseur de floraison. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on, par des techniques de biotechnologie, on a fait exprimer à ce rosier le répresseur de floraison. Et vous avez, ce qui vous est montré ici, et quand on exprime le répresseur de floraison chez ce rosier-là, eh bien, il devient incapable de fleurir. Mais il est incapable de, on l'a maintenu, je pense, en serre pendant 3 ans au moins, et ce qu'il fait, c'est juste des tiges. Et là, on l'exprime dans des conditions bien particulières, ce qui fait que même au printemps, il est toujours exprimé. Donc ce rosier, alors ça n'a aucun intérêt en horticulture,
Et ce rosier, il est incapable de fleurir. Il a perdu totalement la capacité à fleurir parce qu'il produit continuellement ce répresseur de floraison. Alors ça n'a pas d'intérêt en horticulture, mais c'est un intérêt pour nous. Ça nous permet de bien comprendre les mécanismes du contrôle de la remontée de floraison. Alors, ce qui serait intéressant, et on essaie de le faire, c'est de faire l'inverse, c'est de prendre un églantier, par exemple, et d'essayer de faire que cet églantier n'exprime plus le répresseur de floraison. Pour l'instant, on essaie, alors on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à transformer, donc on n'arrive pas à faire de la biotechnologie sur les rosiers non remontants pour l'instant. Ça marche très bien sur les rosiers à floraison continue, type celui-ci, mais ça ne marche pas sur celui-ci. Et là, l'idée, ce qu'on pourrait faire, on a des techniques aujourd'hui dans les laboratoires qui nous permettraient de faire que ce rosier-là ne produise plus le répresseur de floraison. Donc voilà, donc la remontée de floraison, ça s'explique assez facilement par la perte de la capacité à produire cette molécule qui est un répresseur de floraison. Tout à l'heure, Laurent, je n'avais pas prévu d'en parler, mais il y a eu une question où ça a fait réagir. Le rosier appartient à une famille, qui est la famille des rosacées. Et dans le sous-groupe des rosoïdes, il y a le fraisier. Donc, vous disiez que le fraisier et le rosier, c'est assez proche. Lorsqu'on a isolé le gène de la remontée de floraison chez le rosier, il y a une autre plante très très proche où il y a également de la remontée de floraison, c'est le fraisier. Donc, on est allé voir, on a fait une collaboration avec une équipe à Bordeaux, et on est allé voir, est-ce que c'est les mêmes mécanismes qui contrôlent la remontée de floraison chez le fraisier? Alors la réponse c'est oui, et l'autre réponse c'est non. La réponse c'est oui si on regarde la fraise des bois. Donc, vous avez certaines variétés de fraises des bois qui proviennent des Alpes qui ont la capacité de remonter. C'est des toutes petites fraises très succulentes. C'est Fragaria vesca, pour ceux qui connaissent. Et bien, pour Fragaria vesca, c'est exactement le même gène. C'est le gène qui a la même origine en termes d'évolution. Alors, ce n'est pas un élément transposable, comme je vous ai montré, qui est venu casser le gène. C'est une autre type, mais il y a une mutation qui fait que chez Fragaria vesca, il y a certains fraisiers sauvages qui ne produisent plus cette molécule, ce répresseur de floraison, et qui vont donc produire des fraises tout au long de l'année. Par contre, si vous revenez maintenant à la fraise cultivée, celle que vous trouvez sur les étalages actuellement, il y a une autre fraise à une origine très complexe qui est Fragaria ananassa. Ce n'est pas le même gène. On a essayé, on a regardé, on a trouvé le gène, on a trouvé le même gène chez le fraisier cultivé, et ce n'est pas la même chose. C'est une autre histoire qui n'est pas encore résolue. Donc voilà, ça c'était pour les mécanismes qui expliquent la remontée de floraison. Je regarde le temps en même temps. Donc maintenant, on va essayer de prendre un peu de temps pour regarder son origine. Alors Laurence a déjà pas mal avancé, donc je vais pouvoir aller un peu plus vite. Si on regarde les roses anciennes européennes, alors quand je dis anciennes, je vais mettre une limite, c'est 1800. La collection de Joséphine de Beauharnais, c'est une bonne date. C'est la période avant, enfin, Joséphine de Beauharnais, c'est à peu près au moment où il va se passer quelque chose d'assez important en Europe concernant la culture des roses. Donc, avant cette période-là, les roses, c'était pas une plante, c'est pas dans le top 5 des plantes, hein, c'est pas la tulipe. Ça se vend, mais c'est pas, voilà. Ça fleurit qu'une seule fois. Vous avez ici les roses qu'on peut trouver en Europe. Gallica, Alba, la Centifloria, la rose de Cent-Feuilles, des roses sauvages, les églantiers, une rose musquée, et puis la rose à parfum, Rosa damascena. Donc, certaines sont cultivées, d'autres sont plus sauvages. Donc, il y a une origine de la rose qui est européenne, qui est très ancienne. Ces roses, elles sont décrites par Pline, par exemple, au temps des Romains. Et on trouve des poteries où il y a des représentations de roses assez anciennes en Grèce. Il y a une autre région du monde où la culture de la rose est assez importante, c'est la Chine. Alors, quand je disais Europe tout à l'heure, pardon, dans l'Europe, je mets tout le bassin méditerranéen et ça va même jusqu'à la Perse. C'est une Europe au sens très très large. Et il y a une autre zone dans le monde où la rose est cultivée, c'est la Chine. Une histoire aussi très ancienne. Il y a des variétés sauvages attestées dans des textes de plus de 1500-2000 ans. Il y a dans les textes décrits des variétés remontantes. Alors, ce n'est pas le cas en Europe, mais en Chine, et surtout au Japon, il y a un texte qui décrit une rose remontante et un texte qui a plus de 1000 ans. Il y a des textes qui montrent aussi qu'il y a de la sélection du rosier. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a des échanges entre l'Europe et la Chine, entre la Chine et l'Europe. Et au XVIIIe siècle, il y a certaines roses
qui vont voyager de Chine vers l'Europe. Alors, ce n'est pas très clair combien de roses vont voyager. Celle-ci a sûrement voyagé. Celle-ci, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une rose chinoise. Donc, elle a été créée en Chine, on ne sait pas quand, bien avant le début du 19e siècle. Voilà. Donc, il y a cette rose qui va voyager. Laurence vous parlait d'une rose jaune. Il y a aussi des roses jaunes qui vont voyager et qui vont être introduites en Europe. Et c'est ce qui va se passer. Elles vont être introduites en Europe fin 18e, début 19e. Et par exemple, la collection de Joséphine de Beauharnais, c'est la première collection où on va avoir l'ensemble des roses cultivées européennes anciennes, les premiers hybrides qui ont été obtenus, ainsi que ces roses chinoises qui commencent à être à la mode, qui sont présentes dans une roseraie au même endroit. Donc voilà. Et l'autre avantage sur ces roses, c'est que ces roses, elles ont été conservées. Je vais y revenir dans ma diapositive suivante. C'est-à-dire qu'elles ont été. Je vous ai dit que cette rose, elle avait été créée on ne sait pas quand, mais bien avant 1800 en Chine. Et ce que j'ai là, ce n'est pas la rose qui a été créée il y a peut-être 200, 500 ans. C'est un clone de cette rose qui a été multiplié végétativement. Vous savez qu'on peut faire du greffage, qu'on peut faire du bouturage sur les roses. Et donc, voilà, là j'ai un clone, c'est-à-dire, et un clone, pour nous généticiens, ça veut dire que c'est une plante qui a exactement, à peu près, exactement peut-être pas, mais un ADN très très proche, un génome très très proche de la plante d'origine. Et en plus, on a la chance d'avoir pas mal de textes aussi sur cette période-là, et on a travaillé avec des historiens. Je vous montre juste là, c'est des planches de rodité. Des roses, on a des roses historiques. Alors là, je vous montre des représentations des peintures, mais il y a aussi des textes, beaucoup de textes. Vous avez ici All Blush, sa représentation. Vous avez ici une sans feuille, et vous avez ici sa représentation. Et donc, tout ça pour vous dire que sur le rosier, c'est important à savoir, on peut le multiplier. Là, je vous ai pris l'exemple de cuisse de nymphe, qui est une variété ancienne. On peut la multiplier par du copier-coller, c'est le greffage. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir dans les roseraies des roses qui ont été créées il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. Ça, c'est la multiplication par greffage ou par bouturage. On peut avoir aussi ce qui est appelé dans l'histoire des accidents, donc des mutations. Vous pouvez avoir un rosier. Alors, je prends cet exemple-là, All Blush. Un jour, vous avez un rameau qui part à partir d'un bourgeon qui va donner une tige, et cette tige-là va être différente. Donc, All Blush, il en a donné beaucoup. Par exemple, il a donné un jour un rameau qui ne pouvait plus fleurir. Voilà, donc ce rameau, on le coupe, on le multiplie végétativement et ça donne une nouvelle plante. C'est ce qui est arrivé à cuisse de nymphe. Il y a une autre plante qui a une couleur légèrement différente, ça a donné cuisse de nymphe émue. Et ce qu'on peut faire, et c'est ce que font la plupart des sélectionneurs, c'est qu'ils font des croisements et des semis, et là, on obtient pas mal de descendants. Et là, vous avez un exemple des descendants qu'on peut obtenir au niveau de cuisse de nymphe émue. Donc, ce qu'on a fait dans l'équipe, c'est qu'on a été prospecter, essayer de retrouver tous ces rosiers anciens. Est-ce qu'ils sont encore disponibles? Oui, ils sont disponibles grâce à un travail formidable qui est fait par des conservateurs de roses. C'est toutes les roseraies. Alors, je ne vais pas vous décrire toutes les roseraies auxquelles on a participé, avec lesquelles on a participé, mais je vais en prendre deux parce qu'elles ne sont pas loin. Donc, si c'est vraiment le moment, là, je pense qu'elle doit être presque en pleine fleur, peut-être même attendre une semaine. Vous pouvez aller pas très loin, à côté des Rosiers-sur-Loire, il y a une très belle roseraie, qui est la roseraie de Loubert, qui a plus de 3000 variétés, et quasiment que des variétés anciennes et des variétés sauvages. Donc, tapez roseraie Loubert sur Internet et vous verrez comment y accéder. Ce n'est pas très simple, ce n'est pas indiqué du tout. Et elle est très peu connue, alors qu'elle est ouverte au public et vous pouvez y aller sans souci. Vous avez aussi la roseraie de la Beaujoire, qui a été créée en 1980-90, quand la Beaujoire est sortie de terre, qui est une roseraie la plus spécialisée dans les roses modernes et les roses à parfum. Et je vous parlerai aussi un peu au sud de Paris, la roseraie de l'Aïle-les-Roses, qui, elle, a été créée au début du XXe siècle par Carrefour. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ces roses. Alors, nous, on en a retrouvé, alors pas beaucoup, sur la période du 19e, on en a retrouvé 900, ce qui est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a 900 roses qui ont été conservées. Et juste pour vous donner une idée, lorsqu'on regarde dans l'histoire, donc là, on a travaillé avec une historienne, donc elle est allée regarder dans les sources historiques, dans les livres, dans les catalogues qui étaient disponibles à cette période-là,
Ce qu'on remarque, c'est pas qu'il y a, il n'y a pas eu 900 roses qui ont été créées. En fait, il y a eu plus de 10 000 roses qui ont été créées. Il y en a simplement 900 qui nous sont arrivées aujourd'hui. Et déjà, si on regarde, je vous parlais de la collection de l'Aïe les Roses, elle a été créée. Si on regarde, je vous parlais de la collection de l'Aïe les Roses, elle a été créée en 1902 par Gravreau. Et déjà en 1902, eh bien, on avait perdu pas mal de roses. Toutes les roses avant 1850, on en avait déjà beaucoup perdu. Et il faut avoir conscience de ça. Nous, on essaie de travailler sur la diversification, on essaie de comprendre le processus de sélection. Mais en fait, on a un autre processus qui vient un peu nous embêter, c'est le processus de conservation. Et donc, il y a beaucoup de roses qui ont été jetées. Je vais revenir dessus. Il y a des roses, on a sélectionné des roses de plus en plus remontantes. Et toutes les roses qui étaient non remontantes, ben, elles n'étaient plus à la mode. Donc, même si elles avaient des caractéristiques assez intéressantes, toutes ces roses, elles ont été jetées et elles sont quasiment perdues à jamais. Parce que je pense pas. Alors, on n'a peut-être pas été exhaustif avec nos 900 roses. Hein. Il y en a peut-être une centaine, 200 qui sont encore récupérables, mais on n'arrivera pas à récupérer l'ensemble. Je vais passer sur celle-ci, je vois le temps qui file. Donc, sur ces roses, on a regardé. Alors, ces roses, on a pris les 900 roses, elles sont disponibles. Donc, on n'a pas pris les 900, on a pris celles qui étaient présentes chez Madame Loubert. Ça représente 400 roses. Il y a 400 roses différentes. Et on peut regarder leur floraison. Alors, je fais rapide. Ce que je vous avais montré tout à l'heure, c'était ces pics de floraison. Donc, on a la première floraison printemps, puis des refloraisons si on a un rosier remontant. Ce qu'on a calculé, et vous aurez une présentation, je vais y revenir dans ma diapositive suivante, on a essayé de calculer un ratio entre la remontée et le premier pic. Donc, si c'est égal à 0, c'est que ça ne remonte pas. Et ce qu'on remarque, c'est toutes les roses qui ont été créées avant 1850, elles sont très peu remontantes. Elles ont une valeur de quasiment 0. Et à partir de 1860, on voit des roses de plus en plus remontantes, c'est-à-dire que la valeur du pic augmente. Voilà. À partir de 1900, ça baisse un petit peu parce que là, on réintroduit aussi une autre histoire. Alors, si vous vous êtes intéressé, je ne sais pas si elle est toujours programmée, la conférence de Frédéric. Oui. Voilà, c'est le 23 juin. Ça, c'est des travaux qu'on a fait en collaboration. Je vous ai parlé de travaux en collaboration avec les historiens. Ça, c'est des travaux en collaboration avec les mathématiciens. Et Frédéric viendra vous présenter en quoi les mathématiques peuvent aider sur différentes études sur le rosier. Ça, c'en est un exemple. Il parlera aussi, je pense, de généalogie, comment on peut recréer les généalogies du rosier. C'est son sujet de conférence. Justement. Voilà. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est, là, vous voyez qu'il y a des roses qui sont de plus en plus remontantes. Est-ce qu'on peut associer cette sélection de roses de plus en plus remontantes à la sélection du gène de la remontée de floraison? Celui dont je vous ai parlé, cette molécule, enfin ce gène qui code pour un répresseur de floraison. Donc, pour faire simple, on a, juste pour vous le rappeler, si vous ne vous rappeliez pas, il y a les rosiers non remontants qui ont un gène actif qui produit la molécule qui bloque la floraison, et on a les rosiers remontants qui ont cet élément transposable qui fait que ces génotypes sont incapables de produire le répresseur et fleurissent tout le temps. Et nous, généticiens, ce qu'on va faire, c'est que derrière, je vous ai parlé de molécules, de gènes de rosiers qui produisent la molécule et qui ne la produisent pas. En génétique, c'est ce qu'on appelle des allèles. C'est-à-dire qu'on va avoir un allèle qui va être responsable de la non-remontée de floraison. C'est l'allèle qui produit la molécule, le répresseur de floraison. Et on va avoir un autre allèle pour le même gène qui va être responsable de l'absence de cette molécule. Et donc, on va suivre ces deux allèles, l'allèle qui est responsable de la non-remontée et l'allèle qui est responsable de la remontée de floraison. C'est ce qu'on a fait. Alors, c'est peut-être la diapositive la plus difficile de mon exposé, donc j'espère que je ne vais pas vous perdre. Donc, on a toujours ces deux allèles, un qui est en bleu et un qui est en vert. J'ai essayé de garder les codes couleurs. Et on a différentes solutions. C'est comme la génétique de la rose, c'est comme la génétique humaine. Vous recevez les allèles de vos parents. Donc, vous pouvez recevoir, soit vous allez recevoir deux allèles non remontants, vous êtes non remontant, soit vous recevez deux allèles remontants, donc là vous serez remontant. Ces plantes-là ne produisent plus la molécule, ces plantes-là produisent le répresseur. Et puis il y a le cas intermédiaire où vous allez être moitié, vous allez avoir l'allèle de la remontée et l'allèle de la non remontée. Nous, on pensait que ces rosiers-là, ils étaient non remontants. Donc ça, je ne discuterai pas, mais j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on n'est plus très sûr de nous aujourd'hui. Ce qu'on remarque, si on prend les roses qui étaient avant 1800, donc les roses anciennes européennes, elles sont toutes bleues. Elles n'ont que le gène de la non-remontée de floraison. C'est logique. Ce qu'on observe à partir de 1800-1824, il y a les premiers croisements, et on observe qu'on commence à voir apparaître des roses qui sont ce qu'on appelle hétérozygotes, c'est-à-dire qui ont l'allèle de la remontée et l'allèle de la non-remontée.
Et progressivement, au cours du 19e siècle, ce qu'on va voir apparaître, et quasiment à la fin et au début du 20e, il n'y a plus du tout de roses qui sont sauvages. On a des roses soit qui ont les deux, soit qui ont uniquement l'allèle de la remontée de floraison. Donc ça nous a permis de conclure que l'allèle, cet allèle qu'on a appelé copia, parce que c'était l'élément transposable, il a été progressivement sélectionné au cours du 19e siècle. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que cet allèle-là, on a pu remonter à son origine par du séquençage, donc je ne détaille pas. Mais ce qu'on sait, c'est que cet allèle-là, il est apparu très récemment. Alors quand je dis très récemment, c'est en termes d'évolution, mais sûrement 3000 à 5000 ans, pas très vieux, au sein d'une espèce bien particulière qui s'appelle Rosa chinensis spontanea. Et on suppose que dans la nature, on n'a pas d'écrit, hein, c'est juste une supposition, c'est purement hypothétique. On suppose que dans la nature, à un moment, il y a quelqu'un qui a vu un rosier en fleurs à une période où il n'aurait pas dû être en fleurs, qui a sûrement coupé, qui a multiplié ce rameau et qui a permis d'avoir des roses remontantes. Et ensuite, ça a été croisé et ça a permis d'obtenir, par exemple, ce type de rose. Tout à l'heure, Laurence vous disait qu'il y avait différentes espèces. Cette variété-là, c'est un hybride entre cette variété-là, Rosa chinensis spontanea, et Rosa odorata var gigantea. Voilà ce que je voulais dire. Donc, juste pour conclure, ce qu'on a, c'est qu'on avait des rosiers anciens chinois qui étaient remontants. On avait des rosiers européens qui étaient plutôt non remontants. Ces rosiers ont été introduits au fin 18e. Ils ont été croisés avec les rosiers européens. Et ça a donné des rosiers de plus en plus remontants avec, c'est ce que vous montrez Laurence, des premiers hybrides qu'on appelle les noisettes pour aller jusqu'à les hybrides de thé et la première rose moderne qui est la France qui a été obtenue en 1867. Voilà. Et on fait un petit autre switch, mais j'en ai plus pour très très longtemps. Moi, je voulais juste vous parler aussi un tout petit peu des maladies, puisque c'est quand même une problématique importante des plantes et du rosier en particulier. Alors, d'autant plus que vous savez que maintenant, il y a interdiction d'utiliser des pesticides de synthèse dans les collectivités chez les particuliers, et ça depuis l'application de la loi Labbé en 2017 et 2019 respectivement. Et donc, sans pesticides de synthèse, eh bien, les rosiers, on est obligé de ne pas les traiter, ce qui est une bonne chose, et on voit souvent apparaître des taches, des feuilles qui tombent, des maladies, et on ne sait pas trop quoi faire. Je ne vais pas donner la solution, mais quelques petits indices, petites possibilités. Alors, chez le rosier, les principales maladies sont des maladies foliaires dues à des champignons. Donc, on va en voir quelques exemples. Là aussi, ce que je voudrais vraiment expliquer et que vous compreniez, c'est que toutes les tâches, elles ont l'air de se ressembler, mais ce n'est pas la même chose. Et nous, il nous a fallu beaucoup de temps pour arriver à reconnaître et à faire la différence entre une tache comme ça qui va être un petit peu huileuse, hein, une tache comme ça qui va être nécrosée au centre, une tache qui peut ressembler à un peu une tache d'encre sur un buvard. Tout ça, ce n'est pas les mêmes champignons qu'il y a derrière. Et donc, voilà, si on veut arriver à comprendre quels sont les mécanismes de résistance qui permettent aux rosiers de lutter contre ces champignons-là, il faut arriver à bien reconnaître les maladies. Donc, les principales maladies de champignons, il y a le diome, ça je pense que vous connaissez peut-être tous. Ça fait un duvet blanc, soit sur les boutons, soit sur les feuilles. Donc, voilà, je vous ai mis le nom latin du champignon qui était responsable de cette maladie. On a deux autres maladies qui sont souvent qui peuvent être présentes sur des rosiers ou pas, et qui peuvent être confondues avec d'autres maladies. C'est le mildiou, donc c'est cette fameuse tache d'huile. Ça fait un peu une tache noire qui ressemble à de l'huile, qui est quelquefois aussi bien délimitée par les nervures de la feuille. Et puis l'anthracnose, qui elle se caractérise par des petites taches noires au début. Et lorsque la maladie se développe, on voit qu'il y a un centre sur la tache qui est nécrosé, comme si c'était brûlé. Ça, c'est anthracnose. Il y a une autre maladie qui s'appelle le cercospora qui fait un peu les mêmes symptômes.
Et puis la principale maladie, c'est la maladie de la tache noire, qui est due à un champignon qui s'appelle Diplocarpon rosae. Alors, je vous ai mis le petit champignon, parce que je l'aime bien, moi, ce petit champignon. Il a une forme de pas. On voit que c'est deux spores, c'est deux spores accolés. Et donc, ça a une forme de pas. Voilà. C'est lui qui est responsable de cette maladie, qui se caractérise par une tache, comme une tache d'encre sur un buvard. C'est vraiment caractéristique. Non, il n'y en a pas, j'ai regardé. Je pensais qu'il y en avait, qu'on allait pouvoir en montrer en direct, mais non. Ça commence à juste, hein, avec les pluies qu'il y a eu, la chaleur. Là, on commence à voir sur les rosiers vraiment très, très sensibles, on commence à voir apparaître quelques taches. Le pic de la maladie, c'est plutôt septembre. C'est-à-dire qu'on voit la maladie se développe tout l'été et le pic est vraiment en septembre. Et là, en septembre, tous les rosiers très sensibles, en général, ont leurs feuilles qui sont tombées, puisque les rosiers sensibles, ça se caractérise comme ça. Donc, en fait, c'est un champignon qui fait des taches et qui induit une chlorose sur les feuilles. Donc, il y a une partie où le champignon vit avec la feuille et puis au final, ça nécrose la feuille et ça fait tomber les feuilles. Le cycle du champignon est très très important. En fait, les feuilles là qui étaient infectées et qui sont tombées au sol vont constituer l'inoculum de l'année suivante. Donc ça veut dire que les feuilles qui étaient malades et pleines de spores de champignons vont se maintenir tout l'hiver. Et dès qu'il va y avoir les premières pluies de printemps, la pluie va rebondir sur ces feuilles. Et en rebondissant sur les feuilles, ça va faire monter les spores dans les premiers étages de la plante. Donc la maladie de la tache noire, et ça vous pourrez l'observer chez vous si vous avez des rosiers, ça démarre par le bas de la plante, là en ce moment. Et ensuite, les pluies successives. Alors, le cycle du champignon, il prend 9 jours, 9 à 10 jours. Donc, il faut 9 à 10 jours pour qu'une spore donne plein d'autres spores et donc forme une tâche, je n'arrive pas à retrouver le mot, mais une sorte de conidiophore, donc une poche pleine de spores. Il faut une dizaine de jours. La pluie va à ce moment-là retomber de nouveau, splasher, hein, donc faire rebondir les spores sur les tâches suivantes, et etc. Et comme ça, la maladie se propage d'étage en étage. Ce qui est intéressant dans ce cycle, c'est que le fait d'enlever pendant l'hiver ou à l'automne les feuilles qui sont tombées au sol permet de limiter l'inoculum pour l'année suivante. Donc ça, c'est une première petite action qui peut limiter la maladie l'année suivante. Alors là, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une petite bande dessinée qui a été faite par une étudiante de l'Institut Agro, et donc son site s'appelle agricomics.com, où elle montre qu'effectivement, le fait d'arroser, ça participe à la propagation d'étage en étage du champignon. Donc, il faut éviter d'arroser les feuilles et plutôt arroser les plantes au pied. Il faut bien sûr retirer tout ce qui tombe au sol. Et puis, si on met ces feuilles au compost, il faut avoir un compost qui chauffe suffisamment pour tuer les spores. Alors, suffisamment, hein, le champignon à 33 degrés, il meurt. Hein. Donc, normalement, même s'il y a une canicule, il doit pouvoir mourir aussi. Voilà, eh bien, on a fini. Regardez.